Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de bilan lecture manga, et puis il y en a d'autres qui vont arriver. Là, ce sont les lectures terminées, puis je vous partagerai aussi un bilan lecture sur des nouvelles licences, voire sur des licences en cours. Mais je vous avoue travailler sur 2-3 vidéos en même temps, et en vrai, bon, c'est pas très urgent les bilans. Puis quelque part, j'aime bien aussi que ce ne soit plus trop un avis à chaud, car je garde en mémoire ce qui est mémorable. Allez, je ne vous fais pas perdre plus de temps, on commence tout de suite après le générique. Magica. Alors je ne sais pas si j'ai pris le temps de parler de cette licence autre que lors de sa réception lors d'un service presse des éditions Meian. Mais c'est une œuvre qui mériterait qu'on prenne le temps de s'y attarder. Déjà parce qu'elle propose une édition très qualitative de par son format moyen en carton rigide et avec une texture qui font que ce titre sort du lot, et ce sans parler du prix qui est déjà attractif lorsqu'on sait que ce manga est en full color. Là, on parle pas d'une coloration façon webtoon, non, on est plus proche de l'aquarelle et de la peinture à l'huile. Le rendu est vraiment très beau, c'est un très bel objet qui, je trouve, sert très bien le récit. On a le droit à plusieurs récits qui sont agréables à lire et qui n'ont rien de gnangnan, même si pour tout vous dire, je ne me rappelle plus en détail. Hormis que le premier récit traite de sirènes et que le second, ou le dernier, je sais plus, d'un phénix. Ce sont des petits contes qui tournent autour d'un magicien onirique dont la magie peut sembler inutile mais qui témoignent de drames et autres comédies qui se sont déroulées devant lui. Dans un style totalement différent, la lecture n'était pas sans me rappeler justement le manga Phénix de Osamu Tezuka, dont le Phénix était lui aussi témoin de récits et autres drames qui se déroulaient en sa présence. Je pensais que c'était un one-shot, mais je viens de voir qu'il y a un second tome paru au Japon, alors j'espère bien sûr que Meian nous fera le plaisir de l'éditer. J'ai fini la série Ban le Bouseux, donc c'était une série en 4 tomes éditée chez Omake, qui mériterait plus d'attention du grand public, ne serait-ce que par la qualité des dessins. Alors je vous avoue être sous le charme du mangaka, dont c'est la première série publiée. J'ai pris le temps de regarder s'il avait fait autre chose, et on peut dire que ça me hype pas mal. Mais en espérant que c'est pas full isekai, mais plus une ambiance Dragon Quest en mode seinen. Ça, franchement, ce serait top. Pour revenir à Ban le Bouseux, j'ai eu un peu peur de la bouse narrative que proposait le titre au début du premier tome. Mais une fois dans le mood, j'ai trouvé ce tome très bon. Par la suite, la quasi-totalité de l'œuvre est un flashback, ce qui est un peu dommage, bien que c'est aussi la meilleure partie du récit. J'en ai déjà parlé lors de mes achats manga, mais ce titre me rappelait fortement Né pour cogner de Shinichi Sakamoto, qui est ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme une œuvre de jeunesse du mangaka. Plus connu pour ses œuvres esthétiquement fabuleuses que sont Ascension et Innocente, ce qui fait qu'on peut souhaiter au mangaka de Ban le Bouseux une progression tout aussi spectaculaire, bien que j'adore déjà son style actuel. De quoi ça parle? D'un gars nommé Ban qui veut se venger d'un politique en tentant de l'assassiner, et c'est à travers le flashback qu'on prendra conscience du différend qui les oppose. C'est de la baston façon Boncho. Voilà. Ce qui le différencie du Furio, c'est qu'on n'est pas dans un environnement de lycéens ni de bande de bons à rien. Le Boncho est ce qui se rapproche le plus à une racaille d'après-guerre, dont la force et la personnalité le rendent incontournable auprès des autres. Joe Yabuki de Ashitano Joe a tout du parfait Boncho, hormis le look. Il lui manque le look un petit peu cuir, tout ça, casquette, qui va avec. Un jour, on aura peut-être la chance de découvrir ce titre, Otoko Ipiki ga Kideshu, qui est la référence parfaite du genre, avec ce Boncho pur jus qu'est Mankichi Togawa. En France, on a eu Kongo Boncho, de l'auteur de Seven Deadly Sins, mais surtout Jotaro Kujo de la 3e saison de JoJo's Bizarre Adventure, qui porte le costume du Boncho à merveille. Donc pour en revenir à Ban, il a tout du Boncho si on nommait que c'est sa coupe de cheveux qui fait son look, et petite dédicace à son père bien bourrin. Voilà, je vous en dis pas plus, hormis que j'étais agréablement surpris par la fin qui en 4 tomes ne fait pas du tout rocher, et ça fait du bien, même si je vous avoue que j'aurais adoré suivre d'autres aventures du Ban, qu'il soit enfant ou jeune adulte. J'ai également fini donc la série Assistante Assassin. Voilà un titre que j'aime beaucoup, mais quel gâchis éditorial. Pour ceux qui ne le savent pas, au bout du 3e tome, la série est passée en full numérique au Japon. Voilà, pour X raisons, ils ont abandonné le format papier. Le petit hic, c'est que lorsque Omake a acheté la licence, il n'avait pas prévu d'acheter les droits d'exploitation de la version numérique. Néanmoins, les ayants droit leur ont proposé de continuer la série en numérique, mais pris de court, Omake ont refusé, ce qui entraîne une fin de série comme on n'a plus vu depuis belle lurette.
Donc la série restera en stand-by pour une durée indéterminée en raison de contrats éditoriaux ainsi qu'à l'arrêt de sa publication au format physique au Japon. Celle-ci ayant continué sa parution en numérique, je le rappelle. Alors, je ne sais pas si elle est toujours en cours, mais il serait agréable qu'on puisse nous la proposer parce que je l'aime beaucoup, moi, cette licence. On connaît le mangaka à travers les Rakai d'un autre monde, une autre œuvre de l'auteur publiée chez Kion, qui elle ne m'avait pas convaincu à la lecture de son tome 1. Alors qu'assistant assassin, je suis vraiment tombé sous le charme de cet apprenti mangaka, un peu à côté de la plaque, qui travaille comme assistant auprès d'un mangaka réputé et à la forte personnalité. Mais étant un travail assez précaire, qui lui sert surtout à acquérir de l'expérience pour dessiner son propre manga, il comble ses fins de mois avec une autre activité qui est celle d'assassin. Dès lors qu'il enfile son costume de mouton rouge, nous avons affaire à un tueur de sang-froid prêt à en découdre, armé de son marteau. L'humour est omniprésent dans le récit, mais il laisse également une part belle aux scènes d'action. Je trouve cette licence bien équilibrée avec des personnages bien cyniques et à la forte personnalité. Je pense au mangaka avec qui notre héros travaille en tant qu'assistant. Et ce qui est marrant, c'est qu'il l'appelle assassin, puisqu'il y a un jeu de mots avec son nom Shinichi Asakura. Ne m'en demandez pas plus, je n'y connais rien en japonais. Enfin voilà, une licence que j'aime beaucoup mais qui pour l'instant est gâchée par ses histoires éditoriales alors que notre mouton rouge commençait à avoir des difficultés à remplir une de ses missions avec un gars totalement barré mais tout aussi dangereux et archi fan du manga que publie le sensei de Shinichi. Héros, cette licence a été recommandé par Léon Brando, un membre éminent du Furio Gang. C'est une personne que j'aime bien suivre sur Twitter car elle propose un contenu autour du Furio, dans son ensemble que j'aime beaucoup. Alors, je lui ai dit que si c'était de la merde, je lui dirais et que je demanderais un remboursement. Le truc, c'est que ce n'est pas un manga, mais un manhwa, donc dessiné par un Coréen. Et effectivement, on retrouve tout le dynamisme que l'on retrouve dans les manhwas de baston. Comment ne pas penser à The Breaker, aujourd'hui édité par Meian, dans une édition ultime, ou encore à High School, qui lui était édité chez Tokebi, mais qui était, je trouve, une excellente licence, jouant très bien avec les codes du Furio. Alors, pour ce qui est de Hero, j'ai bien aimé, c'est nerveux et violent à souhait, mais surtout, ça a de la gueule. On part sur une histoire de lycéens qui se bastonnent pour virer sur une machination afin de prendre le pouvoir d'un quartier ou je sais plus quoi. Le héros est cool et les personnages, ils ont leur personnalité et ça, c'est tout aussi agréable. Le hic, c'est que le dernier tome, il est ultra rushé, mais un truc de fou. Pour tout vous dire, ça reste cohérent, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on perd de vue le héros. Avant la fin du manga, le sentiment qui ressort, c'est tout ça pour ça. Voilà, c'est une série qui aurait mérité d'exploiter un peu plus ses personnages à travers d'autres récits, et c'est trop dommage que ça finisse avec ce tome 4. Sinon, c'est une licence que j'ai trouvée d'occasion pour 3 fois rien, donc je ne vais pas demander de remboursement auprès de Léon Brando, j'ai pris plaisir à lire, mais possible que je la revende tout de même. J'ai également fini Beastars. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de parler de cette licence que j'ai adoré découvrir. Beastars tome 2 à 17. J'avais stoppé le visionnage de la première saison de l'animé de Beastars au 3 ou 4e épisode pour la simple raison que je voulais lire le manga. C'est seulement à l'annonce de la seconde saison que je me suis bougé pour me procurer les tomes 3 à 16 afin de m'y mettre véritablement. Et une fois lancé, j'ai bien évidemment tout enchaîné jusqu'à me mettre à jour avec le tome 17 en cours de lecture tellement j'ai été happé par l'univers de la mangaka. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous faire un topo, mais pendant que j'y suis, nous suivons Legoshi, un loup gris dans un monde où herbivores et carnivores cohabitent. L'histoire débute lorsqu'un herbie du club de théâtre du lycée où Legoshi est membre s'est fait dévorer par un carnivore. Et c'est là qu'on se rend compte des tensions communautaires sous-jacentes à cette mixité. D'autant plus que Legoshi va se retrouver en proie à ses instincts de carnivore, ne sachant pas s'il a juste envie de dévorer une petite lapine un peu nympho ou s'il tombe juste sous son charme. C'est ainsi qu'on nous projette aussi sur un autre trait sociétal que sont les relations interespèces. Ce manga nous renvoie sur des thématiques qui nous sont familières mais qui sont travesties et franchement libres d'interprétation, car je ne pense pas qu'il y a de véritables parallèles à faire qui sont arrêtés à notre monde d'humains. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais par exemple, on ne peut pas simplement faire le parallèle herbie égale faible et carnivore égale fort. Tout comme ce n'est pas non plus un parallèle au rapport homme-femme. Les pulsions, qu'elles soient alimentaires, ne sont pas forcément sexuelles. Et c'est ça qui est génial dans la lecture, car on s'interroge. On profite d'un monde
qu'on tente de décrypter. Et puis le dessin, il n'en a pas l'air au premier abord, mais en fait il en jette. Certains animaux, ou plutôt personnages, sont véritablement charismatiques. Les personnalités sont riches, parfois marquées par leur espèce et parfois totalement affranchies de celle-ci, où l'on découvre une force de caractère assez impressionnante sur un petit Herbie par exemple. Puis le récit ne s'arrête pas au monde du lycée, mais aussi au monde de la rue et du travail, et on n'oublie pas les scènes d'action car il y en a un paquet. Il n'y a pas un tome où je me suis ennuyé. Legoshi évolue durant tout le manga, et ce parfois à travers des combats qui ne le laisseront pas indemne, et je ne vous parle même pas de son background. Il serait facile de dire qu'on reconnaît le style du père de la mangaka dans les scènes d'action, quand on sait que celui-ci est aussi le père de Baki. Et pourtant, lorsque vous voyez un panda, un loup ou un lion envoyer un coup de patte bien ample, où tout le poids du corps est projeté jusqu'à s'en décoller du sol, avec cette mimique de sauvageon, si, les chiens ne font pas des chats, et la mangaka a su où puiser l'énergie et la puissance qu'empruntent ses personnages. Mais ce que j'admire surtout chez elle, c'est ce côté créatif, cet univers, ce melting pot d'idées et de caractères. Avant que je m'y mette, plus d'une personne m'avait conseillé cette œuvre-là, considérant peut-être comme l'une de leurs séries préférées, tout manga confondu. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi, et je suis ravi de disposer de cette série dans ma mangathèque, car elle y a largement sa place. Je suis presque triste que ça finisse tellement je me suis immergé dans ce monde. L'écriture est intelligente et les dessins servent si bien le récit que son seul défaut, c'est que j'en aurais voulu encore plus. Pour moi, c'est un sans faute, hormis qu'on peut rester un peu sur notre faim à la fin de l'œuvre, mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Pour ma part, je n'attends qu'une chose, c'est que Kihon annonce la publication de la dernière série de Haruhi Takagi, qui a l'air d'avoir trop de la gueule. J'ai trop hâte. À l'instar de Kyo Yashida avec Doro et Doro, Haruhi Takagi fait partie des mangaka avec un univers si riche que je suis trop dans la hype, dans l'attente de plonger dans sa nouvelle série. Alors j'ai également fini Rin, alors encore un sans faute, une série qui tourne autour d'un garçon qui souhaite devenir mangaka. Sakushi Harold, l'auteur de Beck, nous offre tout ce que Bakuman et Hitman n'ont pas su nous donner, ou en tout cas me donner. Une rom-com digne de ce nom et une approche plus seinen d'un manga portant sur les apprentis mangaka. Encore une fois, les meilleures choses ont une fin et parfois c'est bien dommage. La série a été réimprimée et elle vient tout juste de finir, donc faites-vous plaisir car son édition a été laborieuse. Petit bémol, de ce que j'ai compris, les réimpressions ne sont pas au top niveau de la transparence du papier, un peu ce qu'ils ont proposé pour Mix, et je le crains pour le pacte des yokai. Dites-vous que certains suivent cette série depuis 2015 alors qu'elle est finie depuis 2016 et que nous sommes en 2022. Voilà. Plus d'un ont cru ne jamais connaître la fin de cette série et que je trouve d'ailleurs réussie. Donc c'est clairement pas une série que je compte revendre pour ma part, mais bien la relire à l'occasion car elle vous met dans un putain de bon mood. J'ai également fini les 7 ninjas des fous. Combien de fois je vous ai dit que j'adorais cette série. On retrouve Yamaguchi Takayuki, le mangaka qui était au dessin de Shigorui, un autre énorme coup de cœur. Alors, il est clairement établi que les 7 ninjas des fous est pas un titre facile d'accès. Il faut aimer le délire, c'est violent, c'est plein de références, ça donne l'impression de partir dans tous les sens, mais en vrai c'est un énorme kiff, d'autant plus que les dessins sont au niveau. Le truc, c'est que le dernier tome ne rend tellement pas justice à la série, il y avait tellement de trucs mis en place, je pense particulièrement aux chasseurs de démons, mais qui sont un peu passés aux oubliettes. En vrai, c'est pas une fin. Il manque le final en 1 ou 2 tomes en vrai. Donc on est clairement pris à contre-pied, mais voilà, c'est un croche-pied dont on serait bien passé, car ça porte préjudice à la licence. Mais je vais être franc avec vous, je la garde. Je garde la série, je vais certainement me la relire d'une traite, parce que en soi, les 9 premiers tomes sont trop jouissifs. On est dans du méca gore samouraï de l'éternel démoniaque. Ce manga a un parfum, mais tellement old school dans son ambiance si japonisante et si exotique. Malgré sa non-fin, ça reste pour moi mon péché mignon. Mais qu'est-ce que j'aimerais lire d'autres titres aussi racés. Voilà, racé, pas rincé, racé. J'ai également donc fini La Rose de Versailles. Il aura fallu que je prépare ma vidéo rétro shoujo pour que je sorte ce titre de ma pile à lire. Et quel plaisir que j'ai de redécouvrir la licence que je connaissais déjà de par son animé Lady Oscar, que je regardais de temps en temps étant petit, mais force est de constater que je n'avais que de flous souvenirs. J'ai eu l'impression de redécouvrir l'œuvre, ce qui par exemple n'a pas été le cas pour Candy Candy, dont les souvenirs étaient déjà bien plus nets lors de ma lecture des premiers tomes. Alors, c'est sûr que lorsqu'on voit les 2 pavés, ça aide pas à commencer la série.
C'est sûr qu'une belle édition comme celle que proposent nos voisins italiens, ça vend du rêve. Mais surtout, elle est pas ergonomique. Je me revois en train de lire le manga sur la table, dos voûté et les crampes aux doigts. Mais malgré cet énorme handicap, j'ai pris mon pied à suivre les aventures d'Oscar, qui en passant, j'imaginais beaucoup plus forte, car au fur et à mesure des chapitres, elle laisse transparaître ce qui peut ressembler à des faiblesses, alors qu'elle se découvre femme pouvant tomber amoureuse, ce qui lui était totalement étranger, ayant été éduquée comme un homme. Voilà, nous sommes sous le règne de Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Nous voyons cette dernière se faire manipuler par son entourage et dépenser sans compter l'argent du peuple qui souffre de la misère. Nous suivons la Révolution française avec des Parisiens qui se révoltent, avec l'aide de la noblesse cherchant à destituer la famille royale. Complot, machination iront dans le sens de l'histoire avec une Oscar témoin de chacun de ces événements. Et c'est avec elle que l'on découvrira les hommes qui marqueront l'histoire de la France et les femmes en même temps, les différences sociales au sein même de la noblesse et de la détresse du peuple. Un récit romancé par Ikeda et qui m'a donné envie de lire un autre de ses chefs-d'œuvre qui est Très cher frère. Mais étant indisponible en neuf ou en occasion à un prix raisonnable, j'ai décidé de me prendre la série en italien. Bon, je n'ai plus qu'à travailler mon italien. En tout cas, La Rose de Versailles est toujours disponible chez Kana. Les 2 premiers tomes sont le récit de base et les tomes suivants des histoires annexes faits quelques années plus tard. Donc, pas indispensable, à moins d'être fan de la licence. J'ai également lu Domu, Rêve d'enfant. Alors, c'est une œuvre de Katsuhiro Otomo, le mangaka à qui l'on doit le chef-d'œuvre Akira. Je n'ai encore jamais lu ce titre avant de préparer ma vidéo Rétro CNN et grand bien m'a fait de traîner dans ma médiathèque car ne dit-on pas mieux vaut tard que jamais. Et j'ai passé un très bon moment de lecture avec cette intégrale. Le récit peut paraître au premier abord un peu décousu, mais ce qui amène aussi à se poser des questions durant la lecture et ça j'aime bien. Je ne saurais vous dire s'il y a une moralité ou un message derrière tout ça, mais pour ma part, j'ai pris le récit comme il venait de manière assez brute et j'ai passé vraiment un très bon moment. L'histoire peut vous sembler déjà vue avec ses personnages détenant des pouvoirs de télékinésie, pouvant paraître sans limite, mais en ce qui me concerne, ou du moins en ce qui concerne l'ambiance du titre, on n'est pas loin d'un huis clos en extérieur que j'ai trouvé quelque peu angoissant. À l'occasion, c'est un titre que j'aimerais bien avoir dans ma mangathèque afin de la relire. Voilà. Peut-être que nous aurons l'occasion de découvrir et redécouvrir bon nombre des œuvres de Katsuhiro Otomo avec l'apparition des Otomo's Complex Works, que j'espère bien voir édité chez nous en France. J'ai également lu le One Shot 1945. J'ai découvert la mangaka avec cette œuvre disponible elle aussi dans ma médiathèque. Préparer ma vidéo rétro shoujo a attisé ma curiosité sur des titres vers lesquels je ne me serais pas forcément tourné. Et j'ai été agréablement surpris par la narration du titre qui, à travers une romance, traite de la propagande nazie et bien évidemment de la guerre. Alors j'ai particulièrement aimé le traitement sur la personnalité des protagonistes. J'y inclus évidemment les antagonistes. On est sur une histoire d'amour que j'aime comme j'aime en lire pour ma part avec toute la dramaturgie que procure cette période tragique de l'histoire avec un grand H. Une œuvre qui m'a donné envie d'en découvrir d'autres de l'autrice, dont la plupart ont été éditées par Kana dans sa collection Made in. J'ai également lu Rock, un autre one-shot. Alors voilà une autrice dont j'étais déjà tombé sous le charme à travers son titre Pink. Je vais droit au but. J'ai lu ce one-shot après l'avoir emprunté à ma médiathèque, puis je me le suis acheté d'occasion dès que l'opportunité s'est présentée. Alors au cours de ma lecture, ce titre m'a fait penser à Ai Yazawa, avec son titre Nana. Et c'est lorsque j'en ai causé avec Dark Juju de Capsule Manga qu'il m'a confirmé que cette dernière s'est fortement inspirée des œuvres de Kyoko Okazaki. Comme quoi on en apprend tous les jours. De nouveau, à travers ce titre, l'autrice passe en revue la relation de couple avec ses dérives ou ses excès, tout comme ceux du milieu du maquina ou du rapport au corps, sans parler des relations familiales qui peuvent paraître plus que toxiques. J'ai vraiment beaucoup aimé cette œuvre, avec son dessin toujours un peu atypique, mais dont on se familiarise dès les premières pages. Une œuvre de Kyoko Okazaki, qui en appelle une autre. J'ai hâte de lire un autre de ses titres, qui sont hélas disponibles aujourd'hui qu'en occasion dans la collection Saka de Casterman. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve certainement dans un autre bilan de lecture manga. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, soit pour les lectures de nouvelles licences, soit pour les lectures en cours. Et puis on se retrouve également sur d'autres vidéos que je suis en train de vous préparer. Et pensez à aller voir la vidéo sur Teuf, qu'elle atteigne au moins les 1K pour que, je me concentre sur une autre série dans le même genre.
Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Ciao!